Faites le constat avec nous. À Ouagadougou, par exemple, les magasins qu'on retrouve au sein des quartiers, ça pousse comme des champions. C'est une réalité, malheureusement, dans ces lieux de stockage, souvent appelés magasins, il y a des stockages de marchandises dangereuses pour la santé et pour l'entourage. Je vais parler notamment de ces produits explosifs-là qui sont souvent stockés dans des magasins situés dans les quartiers, donc à proximité des concessions. C'est une réalité et nous allons toucher du bois cette réalité-là à travers notre chronique du jour, un œil sur la société. Avec Serge Youssef Ouidrago, on va aborder cette thématique-là. On va également tendre le micro à ces usagers-là pour avoir leur avis concernant donc le stockage de ces marchandises, de ces produits au sein donc de ces cours à usage d'habitation si vous voulez transformer en magasin. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Bien avant cela, vous aurez donc la revue de presse, vous aurez également l'information à travers donc la rubrique invité du jour. Nous parlerons aujourd'hui d'art oratoire. La formation en art oratoire est importante et aujourd'hui on en parle avec notre invité du jour. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Il va falloir attendre demain mercredi pour célébrer Ramadan puisque justement la lune n'a pas été aperçue hier par le comité donc d'observation de la lune et donc la fête est prévue pour demain mercredi. On va demander à Allah de nous accompagner pour que nous puissions atteindre donc demain en bonne santé ainsi que les autres jours. Merci de votre fidélité. Nous prenons la direction du centre-ville de Ouagadougou pour commencer puisque nous visitons et découvrons cette semaine donc le rond-point du 2 octobre. On y va pour à la découverte. Nous découvrons le rond-point du 2 octobre cette semaine dans la rubrique à la découverte. Aujourd'hui c'est mardi, on débute avec les témoignages de la semaine concernant donc le rond-point du 2 octobre qu'on retrouve en cœur, disons au cœur donc du centre-ville, non loin du lycée Marienne Gouabi, non loin de la mairie centrale, voilà, non loin de la BCAO. Vous allez donc retrouver ce rond-point-là du 2 octobre. On y va pour suivre le premier témoignage et on revient pour la suite. Le 2 octobre 1983 est une grande date en Haute-Volta, c'est-à-dire l'ex-Haute-Volta qui est le Burkina Faso aujourd'hui. Et c'est le 2 octobre 1983 qu'a été écrit le guide, ce document qui oriente le CNR dans la réalisation de ces programmes. C'est le 2 octobre qu'a été publié le document, le DOP, discours d'orientation politique, qui est un guide qui fixe les objectifs de la lutte de la révolution. Dans le discours, on voit tout ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Si je dis nous, je vais parler de la révolution en tant que telle. Et dans la pratique, tous ceux-là, les révolutionnaires, se sont vraiment donné cette obligation d'accomplir cette mission. Et aujourd'hui, en 2020, si nous jetons un coup d'œil un peu dans le rétroviseur, nous voyons vraiment que grand-chose a été fait. D'abord, moi, en tant que poète, si nous jetons un coup d'œil sur l'image, nous voyons un cercle dans lequel on a dessiné une arme, une houe, des épis, et il y a une roue qui tourne, qui symbolise le dynamisme en tant que tel. Et c'est déjà très important pour définir ce que c'est que cette orientation politique.
c'est des activités à tous les niveaux. Et l'arme d'abord symbolise la défense, ça symbolise la sécurité du pays. Les épis de mil symbolisent l'agriculture, les activités, les travaux. S'ils avaient pu atteindre le bout du tunnel, aujourd'hui nous ne serions pas là où nous sommes. On aurait un peu plus démarré. Nous ne disons pas que nous n'avons pas démarré, mais nous ne sommes pas allés loin. Sinon, ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, et sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Nous poursuivons avec l'aventure du jour et aujourd'hui et maintenant nous allons découvrir donc ce que nous disent les journaux aujourd'hui. C'est dans la revue de presse. Débutons la lecture de ces différents titres avec le quotidien de tous les Burkinabés. Il s'agit de Citoyen. Citoyen affiche à sa une reconquête du territoire. Le chef de l'État remet des vecteurs aériens aux forces armées. Toujours à la une de Citoyen ce matin, SNC Bobo 2024. La pelouse du stade Sangoulé-Lamizana fera peau neuve pour l'ouverture. Ramadan 2024, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée demain. Trait de plume, Ouattara Soro perd une réconciliation. La question est posée à la page numéro 4 donc du Citoyen. Toujours à la une donc du quotidien d'État. Journée nationale d'engagement patriotique, le ministère de l'économie solidaire des blessés de guerre. Protection sociale, désormais un bon de médicaments pour chaque retraité. Nous passons à présent au journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une ce matin, reconquête du territoire. Le chef de l'État remet des vecteurs aériens aux forces armées nationales. À lire à la page numéro 15 du journal Le Pays. Également à la une donc du journal Le Pays, Actu Foot Cameroun, la chaise vide est au fait jaser. Histoire énigmatique, sabot sous la lune. Ramadan 2024, la fête c'est le 10 avril. La Chine fait un don de vivres d'une valeur de 2,6 millions de francs CFA à la FAIB. Filière anacarde à Bélégadougou, une véritable source de revenus pour les producteurs. Toujours à la une du journal Le Pays, Niefaza Gustave Dabiré, DG sortant donc du CHR de Dédougou. Le scanner de l'hôpital sera fonctionnel en avril 2024. Révélation, pénurie de poches de sang pendant le Ramadan. Le CNTS tire la sonnette d'alarme. 500 millions de francs CFA alloués à la communication de crise et à la stratégie de communication de guerre. Les uns apprécient, les autres s'interrogent. À lire à la page numéro 2 du journal Le Pays et c'est le titre qui referme la lecture de ce journal. Nous passons à présent à Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui, au Faso affiche à sa une, le chef de l'État remet des vecteurs aériens aux forces armées nationales. Pour la reconquête du territoire, la guerre à l'âge de ses instruments. Contrôle d'agrément et vente de gaz butane à Ouagadougou, environ 500 bouteilles saisies par la police municipale. Suppression du ministère de la Femme. Le collectif des féministes du Sénégal inquiet. APEC, le GSPR souscrit à l'actionnariat populaire. Religion, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée demain mercredi. Semaine du silence, 100 jours de deuil au Rwanda, 30 ans après le devoir mémoriel reste sacré. Nous terminons avec le doyen des quotidiens privés, je parle de l'Observateur Palga. Volaille, condiments, atelier de couture et de coiffure, ce n'est pas la fête à J-2 de l'Aïd. Reprise alimentaire après le jeûne, le premier principe est d'aller de plus dilué au plus concentré. Réservation acquis Ramadan, fin de jeûne n'est pas synonyme de fin d'adoration d'Allah, c'est à lire au coin du jeûneur. Championnat national Ligue 1, retour dans les stades à partir du 17 avril. Dialogue national au Gabon, promesse de général n'est pas héritage. Contrôle vente de gaz butane, la police municipale saisit environ 500 bouteilles. Électrification rurale, les travaux de la mini-centrale solaire de Bouanga, donc lancés. Alors, c'est ce qui referme donc la lecture de ces différents titres des journaux que nous avions sous la main ce matin. Nous allons à présent parcourir quelques vies d'affaires, histoire de découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure pour la météo du jour. Nous recevons aujourd'hui Madame Marceline Toussouala. Elle est la présidente de l'action communautaire pour le bien-être de la femme et l'enfant au Burkina Faso. Bonjour à vous, Madame Matou.
Oui, bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Bon, en principe, on devrait être avec Madame Sylvie Zougranet qui est sage-femme. Elle n'a pas pu effectuer le déplacement. Néanmoins, on va faire l'entretien ensemble. Donc, on parle de violence gynécologique et obstétricale. Mais pour commencer, dites-nous l'histoire ou l'historique de la création de l'ABFAB. Ok, merci bien Madame Nikema. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous les gens de médias qui nous donnent chaque fois l'opportunité de pouvoir nous présenter nos différentes structures et voir nos activités sur le terrain. Et allant dans le sens de votre question, l'ABFAB, Action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina, et c'est une organisation féminine qui est créée en 2011 par un groupe de femmes et qui ont eu l'idée de se mettre ensemble et pour créer cette structure-là et lutter contre les droits des femmes. Contre les droits des femmes? Oui. Et l'objectif principal, donc, c'est lutter contre les droits. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par droits des femmes? Les droits des femmes, je me dis que c'est la promotion, la promotion des droits des femmes. Et puisque nous voyons de nos jours, on voit que les femmes sont beaucoup brimées. Donc, c'est une idée qui nous est venue de nous mettre ensemble, un groupe de femmes, pour créer cette structure-là et pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme. Et généralement, c'est quoi en fait comme activité, ce que la BFAB organise comme activité? Ok, merci bien. Bon, la BFAB mène plusieurs activités sur le terrain. Et elle mène des activités de sensibilisation, c'est-à-dire d'informer, d'éduquer et de communiquer avec sa cible, la communauté, et pour un changement de comportement continu. Et en plus de ça, la BFAB mène des activités de prise en charge des cas de certaines violences, et généralement la lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous menons encore des activités de plaidoyer et pour plaider avec les décideurs politiques et pour leur adhésion à nos différents programmes. Nous menons également des activités d'AGR, ça veut dire les activités génératrices de revenus des femmes. Donc nous avons pas mal d'activités que nous menons sur le terrain. Pas mal d'activités. Et l'une de vos activités, d'ailleurs que vous avez tenue récemment, la semaine dernière, c'est notamment la sensibilisation sur les violences gynécologiques et obstétricales. Parce que vous êtes engagé aussi dans la lutte contre donc, ces VGO-là, violences gynécologiques et obstétricales. Oui. Pourquoi en fait cette lutte d'abord? Ok, merci bien Madame Nikema. Parce que lorsqu'on parle de violences basées sur le genre, ça veut dire que les violences gynécologiques et obstétricales sont un terme très récurrent, des violences basées sur le genre, que les gens en trouvent un sujet tabou et qui n'en parlent pas. Et l'ABFAB, dans son dynamisme, travaille beaucoup sur les violences basées sur le genre avec pas mal de partenaires ici au pays. Et si nous luttons contre ces violences basées sur le genre et nous ne discutons pas de toutes ces formes, ça veut dire que nous n'allons pas atteindre nos objectifs. C'est de ce pas que l'ABFAB a eu l'idée, et en partenariat avec son partenaire Feminist Opportunity Fund, NOW, pour lutter contre ces violences gynécologiques et obstétricales. Maintenant, venons-en un peu à l'explication. C'est vrai que ces questions étaient tournées plus vers la sage-femme qui devrait être sur le plateau. Néanmoins, vous êtes une femme, donc quand on parle de violence gynécologique et obstétricale, c'est quoi? Comment on peut définir cette notion? Ok. Et parlant de violence gynécologique et obstétricale, si on parle de ces violences-là, et ça fait référence vraiment aux formes de maltraitance, aux violences physiques, et violences verbales, les violences psychologiques, et subies par les femmes lors de leur consultation gynécologique ou soins obstétricaux. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces violences-là.
Donc, vous avez dit, ça c'est pas forcément à l'accouchement. Même quand vous partez pour les baiser, Oui. ces violences-là peuvent exister. Oui, c'est pas forcément à l'accouchement, parce que quand on parle de gynécologique et obstétricale, en matière de gynécologie, on voit la santé sexuelle et reproductive. Ça veut dire que la femme peut se faire consulter à tout moment lorsqu'elle elle sent le besoin de le faire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'une femme en consultation peut subir toute forme de maltraitance. Comment concrètement, en fait, ces maltraitances ou ces violences peuvent se manifester selon vous? Ok, merci bien, madame. Et lorsque je vous parle, par exemple, de violence verbale, ça veut dire que lors de la consultation, et la femme peut subir des injures venant de la part des agents de santé. Et elle peut subir des maltraitances. Et le pire même, ça veut dire qu'il y a certaines femmes où les agents de santé ne demandent même pas leur avis pour pratiquer vraiment une consultation sur elles. Donc voilà pourquoi nous parlons. Si Madame Zungrana était là, elle allait mieux vous expliquer. Mais ce que nous, en tant que femmes, nous subissons lors des consultations, nous, on vous en parle. Mais maintenant, à leur niveau, qu'est-ce qu'elles constatent également du côté des femmes, et elle allait mieux nous expliquer cela. Voilà. Donc, il y a la violence verbale, comme vous l'avez dit. Oui. Souvent aussi, on a l'impression que certaines sages-femmes ou gynécologues manquent d'écoute. Oui. Parce qu'il y a des femmes, même souvent, pour expliquer certaines choses, elles sont gênées ou pratiquement elles ont peur souvent. Parce que ces agents de santé ne sont pas forcément disponibles à écouter jusqu'à terme. Alors que quand on parle de l'intimité aussi, bon, tout le monde n'est pas assez ouvert. Je veux parler des femmes, bien sûr. Oui, c'est ça, effectivement. Et le manque d'écoute, parce que c'est comme je vous l'avais dit au départ, c'est un sujet vraiment très sensible. La femme, c'est bien vrai que c'est son corps, mais elle a souvent honte d'exprimer ce qu'elle ressent. Et de ce fait, on voit qu'il y a quand même certains professionnels de la santé qui ne sont pas intentionnés. Et lorsque la femme est en train d'expliquer, par exemple, son mal, elle ne peut pas le dire ouvertement. Oui. Et on sent vraiment une agression, une agressivité à leur égard. Donc je pense que généralement, ce sont les sages-femmes qui discutent avec nous. En tant que femmes aussi, elles devraient aussi comprendre et puis pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Est-ce que dans les violences gynécologiques et obstétricales, on peut parler de violences physiques? Ça peut arriver? Oui, ça arrive. Il y a également les violences physiques parce qu'il y a certaines femmes qui subissent comment on appelle, des agressions même. Elles sont souvent brutalisées. Elles subissent des agressions même lors de l'accouchement même. Elles peuvent être agressées et tout. Donc ça fait dire que ce sont des violences physiques et gynécologiques et obstétricales. Maintenant, c'est une réalité, Madame Tou. Quels sont les obstacles ou les difficultés liées même à l'accès aux services gynécologiques et obstétricales pour les femmes en fait, les obstétricaux, je veux dire, les services gynécologiques et obstétricaux? Ok, et ce que je peux dire par rapport à ça, ça veut dire que les difficultés, et au Burkina Faso ici, nous sommes vraiment confrontés à une double crise. On a la crise sécuritaire et la crise humanitaire. Et ça fait que beaucoup de femmes n'ont pas accès facilement aux centres de santé. Donc on peut parler de ce point de vue. Et souvent les femmes qui doivent parcourir beaucoup de distance pour atteindre les différents centres de santé avec l'insécurité que nous avons présentement. Et également, c'est le coût même, le coût des produits. Ça veut dire que
Et au moins, le gouvernement a fait l'effort en ce qui concerne le coût en matière de santé. Mais lorsqu'il y a consultation, ce qui vient après, c'est ça le problème, le coût des produits, le coût des consultations. Rencontrer un gynécologue aujourd'hui, ce n'est pas chose aisée. Et pour toutes les femmes, ce n'est pas à la portée également de toutes les femmes. Donc on peut parler des coûts de soins et l'éloignement des centres de santé. Et également les femmes qui ne sont pas informées. Ça veut dire qu'en matière de droit en matière de santé sexuelle et reproductive, et on a toujours beaucoup à faire. Il faut informer les femmes par rapport à leurs droits en matière de santé sexuelle. Et celles qui sont informées sont souvent réticentes. Hein. Elles se considèrent que c'est des sujets tabous, tout ça. Au départ, c'est ce que je disais. Effectivement, il y a les pesanteurs, les barrières socioculturelles également. On en trouve chaque fois que ce sont des sujets tabous et personne ne veut en parler. Même quand la femme a son mal, elle ne sait pas avec qui discuter, elle marche avec le mal. Et pourtant, il faut en parler pour ne pas contaminer les autres. Parce qu'il y a certains mots qui sont, comment on appelle, qui sont transmissibles. Donc, voilà pourquoi il faut beaucoup de sensibilisation sur le terrain, sensibiliser les femmes, la population tout entière et par rapport à ce thème-là. Parlons maintenant des activités que vous avez tenues. C'était la semaine dernière, je crois. C'était quoi exactement, activités sur ces violences gynécologiques et obstétricales? Merci bien, Madame Nikema. Effectivement, nous avons débuté nos activités par un renforcement de capacité de 40 femmes leaders. Okay. Et ces 40 femmes leaders sont outillées aujourd'hui à être des relais au sein de la communauté, de leurs différentes communautés. Et la deuxième activité a consisté à un plaidoyer auprès des leaders coutumiers et religieux, les membres de la délégation spéciale, les agents même de la santé. Et nous avons invité également le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de la Femme. Et nous avons invité également les leaders des femmes et qui sont dans la communauté. Nous avons vraiment fait le plaidoyer auprès de ces couches-là, parce que nous connaissons également leur capacité de frappe dans les différentes communautés. Donc, nous avons mené cette action de plaidoyer auprès d'eux pour leur adhésion d'abord au projet et leur engagement à nous accompagner dans cette lutte-là. Et la troisième activité également sur le terrain, c'est les activités proprement du terrain qui consistent à informer, éduquer et communiquer avec la population tout entière et pour reconnaître quand même le droit des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc ça veut dire que tout le monde est impliqué et la sensibilisation concerne toutes les couches, les femmes comme les hommes, comme les jeunes. Voilà, donc ce sont les trois activités phares que nous avons menées jusque-là. Et notamment les activités de la semaine dernière, c'était à quel niveau? C'était au siège de la BFAB? Oui, l'activité de plaidoyer, c'était au siège de la BFAB. Okay. Voilà. Maintenant, pour en fait votre engagement pour le bien-être de la femme ou pour le respect des droits de la femme, comme vous le dites, ou sinon pour même éradiquer les violences gynécologiques et obstétricales, est-ce que vous ne rencontrez pas en fait des difficultés dans ce combat? Oui, ça veut dire dans toute activité, il y a toujours des difficultés. Et ces difficultés sont d'ordre vraiment, comment je peux dire ça, parce qu'il y a le manque même de ressources d'abord. Pour l'organisation des Voilà, parce que pour l'organisation des activités, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, nous avons besoin vraiment de ressources et pour arriver à atteindre nos objectifs. Et également, nous avons besoin de l'accompagnement vraiment des uns et des autres et pour pouvoir toujours
lutter contre ce fléau. Et également les activités terrain. Et lorsque nous arrivons dans un endroit pour la sensibilisation, les hommes ne veulent pas s'impliquer. C'est une difficulté. Ah oui. Parce que les hommes se disent que non, c'est une affaire de femmes. En matière de santé sexuelle et reproductive, quand on parle surtout des violences gynécologiques et obstétricales, ils se disent non, c'est une question de femmes. Alors qu'on a des exemples d'hommes qui ont eu à s'en prendre à des sages-femmes ou à des gynécologues. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une affaire de tous. Et voilà pourquoi, sur le terrain, nous avons du mal à gérer certaines questions. Parce que pour les hommes, c'est une affaire de femmes. Pourtant, les hommes également doivent s'impliquer dans cette lutte-là pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Est-ce que la collaboration passe plutôt bien avec même les sages-femmes et les gynécologues? Parce que, quoi qu'on dise pour ce sujet, par exemple, on peut dire que les sages-femmes, par exemple, sont pointées du doigt. Est-ce qu'elles acceptent de venir quand même expliquer leur réalité? Mais oui, parce que lors de la séance de plaidoyer, il y avait pas mal de sages-femmes qui étaient présentes. Voilà, Madame Zungrana même devrait m'accompagner sur ce plateau pour un peu expliquer leur vécu, leur réalité aussi. Parce que les exemples qu'elles ont donnés, on voit que effectivement le problème se situe au niveau des deux côtés. Parce que moi, je peux donner l'exemple d'une sage-femme qui a donné l'exemple. Une femme qui est venue en travail, elle était là en travail depuis mercredi. Et son mari est venu lui dire que non, normalement, ma femme doit accoucher jeudi. Car je suis allée consulter un marabout, et le marabout m'a dit que normalement, ma femme doit accoucher jeudi. Donc, il faut laisser ma femme telle qu'elle est, jusqu'à jeudi, elle va accoucher. Pourtant, la femme est en travail. Elle est en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sage-femme nous a posé la question, si on était à sa place, qu'est-ce qu'on allait faire? Ah oui, ça c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Donc parfois, lorsqu'on ne les écoute pas, nous jetons la balle également aux sages-femmes. Pourtant, le problème vient des deux côtés. Donc, voilà. On aura certainement une autre émission où on va avoir la représentante des sages-femmes aussi pour lui parler de tout ça. Comme ça, on va avoir leur opinion. Et vous avez parlé tantôt des difficultés, mais quand même, est-ce que des activités que vous organisez, vous avez des retours? Vos attentes sont en train quand même d'être atteintes? Oui, c'est bien vrai que nous venons de commencer les activités. Mais d'ores et déjà, lors même de la formation, et je peux dire que lorsque nous avons fait la formation, il n'y avait même pas une semaine entre la formation et le plaidoyer. Je peux dire que déjà il y a quelque chose de positif, parce que lorsque les femmes, celles qui ont été formées, c'est elles qui ont été les communicatrices lors du plaidoyer. Nous n'avons pas pris un expert. Ce sont les femmes qui ont été formées. Nous avons identifié 2 jeunes femmes très dynamiques qui ont pris ce relais-là pour mener l'activité de plaidoyer auprès des leaders communautaires et des leaders religieux, auprès des parties prenantes que nous avons invitées à cette activité de plaidoyer. Alors, pour terminer, selon vous, Madame Matou, quel serait en fait, bon, on ne va pas dire le bâton magique, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin ou réduire un tant soit peu ces violences gynécologiques et obstétricales? Oh, merci bien, Madame Nikiema. Et la lutte, elle est longue. Hein? La lutte, elle est longue. Mais nous avons espoir qu'un jour, nous allons y arriver. Et on ne peut pas arriver seul, sans vous les médias, et sans même l'adhésion de la communauté, et sans toutes les parties prenantes. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est toujours mener des plaidoyers auprès de vous, également les membres de médias, parce que nous avons une activité après, une autre activité de plaidoyer auprès des médias.
et pour leur adhésion également au projet, voir dans quelle mesure et ces personnes-là, ces personnes qui sont écoutées partout dans le monde, ces personnes qui sont des vrais leaders dans nos différentes communautés, peuvent nous accompagner dans l'atteinte de nos différents objectifs. Et je sais que nous allons y arriver avec l'accompagnement de tout un chacun. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Tou, d'être passée sur notre plateau. Quel serait votre dernier ou votre mot de fin, en fait? Et mon dernier mot, c'est de vous remercier. C'est de vous remercier pour l'opportunité toujours que vous nous donnez de pouvoir présenter nos différentes structures et puis présenter nos activités que nous menons sur le terrain. Cela peut permettre à d'autres personnes qui ne connaissaient pas l'association de pouvoir mieux connaître l'association et d'approcher l'association et pour voir exactement ce que nous menons comme activité et pour vraiment nous accompagner dans cette lutte-là. Et mes mots, c'est toujours le grand merci et à votre maison, à votre directeur et à tout le staff et pour vraiment votre accompagnement. Merci beaucoup. Merci bien. Merci d'être passé. Restez avec nous. Je rappelle que Madame Marceline Toussoala est présidente de l'Action communautaire pour le bien-être de la femme et de l'enfant au Burkina, en abrégé ABFAB. Alors, on va donc s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Poursuivons avec l'émission du jour. Nous sommes en direct sur Savan TV pour vous présenter bien sûr Bonjour le Faso, le miroir du Faso au quotidien. Et nous poursuivons avec nos invités sur ce plateau. Alors, je rappelle que l'élément que vous suivez, c'était un élément en rediffusion et nous avions reçu Madame Tou Marceline, qui est justement la présidente de l'ABFAB, l'Association pour le bien-être de l'enfant et de la femme burkinabé. Maintenant, nous poursuivons en direct avec nos invités. Nous recevons aujourd'hui M. Ismaël Taoko. Il est donc formateur en art oratoire, connu sous le nom donc, du catalyseur, c'est ça. Bonjour à vous, M. Taoko. Oui, bonjour, madame. Merci de me recevoir. Merci d'être sur notre plateau pour encore parler art oratoire. Alors, dernièrement, on vous a reçu, on a parlé de l'art oratoire, de comment vous êtes devenu orateur et tout votre parcours. Aujourd'hui, vous organisez une formation à venir. Donc, on va parler de tout ça tout à l'heure. Mais l'actualité, c'est que vous donnez notamment des conférences publiques dans des universités. C'est ça. Alors, comment ça se passe et faites-nous un peu le bilan. Effectivement, le 27 février, nous étions ici sur votre plateau pour parler art oratoire. Qu'est-ce que l'art oratoire? Quelle est l'importance que cette compétence peut avoir pour la vie publique que nous menons tous? Et aussi, quelle est la démarche que les uns et les autres pourraient adopter pour pouvoir améliorer leur impact à l'oral. Et juste après, je veux dire, entre le 27 février et aujourd'hui, nous avons eu plusieurs initiatives, plusieurs activités dans le cadre justement de ce que nous faisons, qui est consacré à l'art oratoire, notamment des conférences publiques dans des universités. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants dans plusieurs universités avec un format de conférence-formation. L'objectif est de pouvoir répondre à un certain nombre de questions que les gens peuvent avoir, mais ils n'ont pas forcément les bonnes réponses à leurs questions sur l'art oratoire. Quand je dis ça, premièrement, il est connu pour le commun des mortels que l'art oratoire, en fait, dans la conscience générale des gens, ils associent l'art oratoire à de la marmaille, ou bien pour eux, l'art oratoire, c'est un talent, ou bien l'art oratoire, c'est tout simplement comme la parole, c'est pas quelque chose dont on a besoin, parce que on entend beaucoup de personnes dire parler, chaque fois on parle là, après c'est quoi? Ou bien on parle, on veut des actions, nous parlons, on n'agit pas. Et donc, les occasions que nous avons eues avec les étudiants, c'était de dire dans un premier temps que l'art oratoire, ce n'est pas de la marmaille. On ne parle pas pour parler. Si vous parlez, vous prêchez dans le vide, là vous perdez votre temps. Si vous parlez aussi pour faire, je ne sais pas moi, aligner des mots juste pour faire l'intéressant, là vous faites quelque chose d'inutile. On parle et on apprend à bien s'exprimer pour que cette parole nous aide. Nous sert dans quel sens? À valoriser notre potentiel, à valoriser les compétences que nous avons, à pouvoir vendre des produits, à pouvoir vendre nos compétences. C'est-à-dire que la parole en elle-même, c'est un vêtement.
le vêtement qu'on prend pour habiller nos idées. L'être humain a des idées, des opinions, des connaissances, des expériences vécues à partager, des connaissances. Maintenant, ces connaissances-là, c'est de l'abstrait. On ne peut pas les voir. C'est par notre parole qu'elles prennent forme pour pouvoir se faire découvrir par les autres. Donc la parole en elle-même est un acte également. Parler, déjà, c'est un verbe d'action en français. Donc quelqu'un qui dit qu'on parle, on a besoin des actions, parler déjà c'est une action. Maintenant, c'est à vous de définir le contenu de cette action. Donc moi, je vois la parole comme un contenant. Et le contenu maintenant, c'est à nous de mettre ça pour nos objectifs de vie, pour ce que nous faisons dans la vie socio-professionnelle, pour les objectifs que nous souhaitons atteindre dans notre collaboration, dans notre interaction, dans la vie que nous menons en société. Maintenant, c'est à chacun d'apprendre les techniques d'art oratoire pour que lorsque l'occasion se présente, je puisse, par le biais de ma parole, mettre en lumière mes compétences, mettre en lumière mes connaissances, mettre en lumière mon savoir-faire, défendre mes projets, défendre mes idées, bien que souvent il peut y avoir de la contradiction, comme par exemple le débat, présenter mes projets à vue de susciter l'adhésion de partenaires, de collaborateurs, de financiers, quel que soit l'objectif pour lequel je voudrais m'exprimer face aux autres, que je puisse réussir cette expression orale. Donc c'est à ça que ça sert la parole. La parole ne sert pas à parler juste pour parler. Donc l'art oratoire est important pour pouvoir mettre en lumière toute autre compétence première que vous avez. À côté de ça, pour ceux qui pensent que c'est un talent, je suis désolé, ce n'est pas un talent, c'est une compétence. C'est une capacité que l'on développe, la capacité à pouvoir s'exprimer. S'exprimer parce que ça va au-delà des mots. Il y a le choix des mots, mais il y a également l'aspect de la voix, l'aspect du non-verbal qu'il faut prendre en compte. Pouvoir être capable de bien s'exprimer face à une ou plusieurs personnes, ayant de l'aisance, de la clarté dans le message, de la force de persuasion, et en sachant susciter de l'émotion de la part de ces personnes qui nous écoutent. Donc, j'estime que si nous prenons l'art oratoire, non pas une compétence qu'on voit tout de suite pour ceux qui sont dans les compétitions de débat et d'éloquence et de plaidoirie uniquement, si on doit considérer l'art oratoire comme la capacité pour toute personne de pouvoir, en tout temps et en tout lieu, prendre la parole, s'exprimer face à une ou plusieurs personnes avec de l'aisance, de la conviction, de la clarté et de l'émotion. Je pense que si on considère cette compétence dans cette définition complètement technique et substantielle, elle est utile et elle est importante pour tout le monde. Pour tout le monde. Et tout le monde doit justement chercher à développer cette compétence. Donc les conférences que nous avons eues dans les universités ont servi à répondre à un certain nombre de questions justement sur l'art oratoire, mais surtout communiquer justement sur notre activité à venir dont vous parlez. On va revenir sur l'activité, mais M. Taoko, aller dans des universités, rencontrer des étudiants qui ne sont pas forcément sortis, qui ne sont pas à la recherche d'abord même de l'emploi d'abord. En quoi ça peut les aider de savoir bien s'exprimer, de maîtriser l'art oratoire, si vous voulez? La question est pertinente parce que justement, quand nous allons dans les universités, souvent, il faut même convaincre l'étudiant à venir s'asseoir à la conférence. Parce que justement, l'oral relève de l'inconnu pour le commun des mortels, surtout sous nos cieux. La réalité est qu'il y a des étudiants qui sont dans leur salle de classe, qui ne sont même pas capables de lever la main pour poser une question sur une partie du cours qu'ils n'ont pas compris. Quand je dis qu'ils ne sont pas capables, c'est par peur du regard des autres, par peur d'être mal vu ou d'être mal jugé, ou que la question ne soit pas jugée appropriée par le professeur, par timidité ou par peur du regard des autres. Justement, l'étudiant va s'asseoir, il y a une partie du cours qu'il ne comprend pas, qu'il a envie de poser au professeur, mais comme il n'a pas le courage, il n'a pas suffisamment ce qu'il faut en lui et la manière qu'il lui faut justement pour formuler sa question et avoir des éléments de réponse, il préfère se taire et rester sur place. Pour peut-être forcer son voisin. Ici, là, où monsieur a dit quoi? Ça, si le voisin a un élément de réponse, si le voisin ne répond pas et que par hasard, cette même question, cette même zone d'ombre revient au devoir, il se retrouve bloqué et il est là, il mord les doigts parce que justement lui, il avait voulu poser cette question. Donc il y a certains étudiants qui sont bloqués à ce niveau déjà. Mais il y a ce qu'on appelle l'exposé de classe, qui se retrouve dans beaucoup de filières. Ce sont des exercices incontournables, souvent en groupe, souvent en individuel. Et les étudiants, beaucoup font des cauchemars quand ils doivent passer en salle pour un exposé de classe.
À côté de ça, bien qu'étant étudiant, on fait souvent des stages. Certaines personnes n'attendent pas forcément la 3e année pour faire le stage. Et quand vous allez en entreprise, vous allez vous confronter au monde réel, contrairement à ce qui est appris sur papier en classe. Et là, vous allez découvrir, vous allez aller à la rencontre d'autres personnes. Il y a encore des étudiants qui militent dans des associations, qui essaient de se développer un profil de leader communautaire, de quelqu'un qui est utile à sa communauté. Et qui dit association, qui dit regroupement de personnes, dit forcément parole. Ces personnes sont souvent appelées à faire des discours, à tenir des réunions, et ils ne s'en sortent pas avec la prise de parole. Sans compter qu'aujourd'hui au Burkina Faso, on a la majorité, ce sont des étudiants entrepreneurs. Beaucoup sont dans la vente. Et c'est dommage de voir que pour la plupart là, il suffit de prendre les articles, de publier un statut et puis d'écrire nouveau arrivage. Déjà on dit nouvel arrivage. Beaucoup ne s'en sortent pas, je vais dire, pour pouvoir pitcher. Ils ne s'en sortent pas avec le quoi dire, le comment dire, pour attirer les clients sur ce que je vends. C'est tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques d'art oratoire. Parce que qui maîtrise la méthode savoir convaincre que nous enseignons, tout de suite, tu sais sur ton produit et face à ton client, ce qu'il faut tout de suite lui présenter, lui dire, afin tout de suite d'attirer son adhésion et bien sûr sa volonté de payer le produit. Donc j'estime que nos étudiants que nous avons aujourd'hui ont suffisamment besoin de travailler leurs compétences à l'oral parce que ça leur sert à la fois à l'école, sur le plan personnel, mais aussi dans la vie active. C'est important. Et c'est sans doute pour tout ça que vous organisez une formation, donc les semaines à venir. Quels sont les modules du moins, quels seront les modules que vous allez enseigner? Effectivement, ça fait maintenant 4 ans que nous sommes dans la formation en art oratoire. Et cette activité, plus précisément, nous la voulons pour célébrer les 4 ans d'existence de notre école. C'est une grande masterclass qui va se dérouler au Sénasa le 4 mai 2024. Et dans le contenu, nous avons prévu 4 modules. Ce que je vais d'abord préciser, c'est que ces modules ont été studieusement choisis. Depuis maintenant 4 ans, chaque fois que nous recevons les gens en formation, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que vous avez comme attente en vous inscrivant en cette formation? Ce qui ressort généralement, ce sont ces techniques que nous avons choisies pour donner à ce contenu de cette masterclass. Vous avez premièrement la méthode antidote pour gérer son stress dans la prise de parole en public. Parce que justement, qui dit prendre la parole en public, il y a 2 dimensions. Il y a la glossophobie et il y a le trac. La glossophobie, ça c'est la peur de parler en public. Pour peu que tu sois obligé d'affronter la circonstance, la peur peut bouger au bout de 2 minutes ou des 3 premières minutes. Mais il y a ce qu'on appelle le trac. Ça ne disparaît jamais. Ça, c'est quelque chose qui est en vous et qui se déclenche. Le processus est automatiquement déclenché lorsque vous êtes en situation de communication et que les conditions sont réunies pour vous faire paniquer. Il y a donc des causes qui sous-tendent le stress et tout, mais je veux dire que le stress, contrairement à ce qu'on voit tout de suite comme peur, là, le stress, lui, ne disparaît pas, et c'est le stress qui fait que justement les gens n'arrivent pas souvent, ils tremblent, les tremblotent au niveau de la voix des mains, et la voix, l'expression inhabituelle du visage, les papillons au ventre. Certains même ont envie d'aller aux toilettes ou carrément ils sont là et un coup ils oublient ce qu'ils avaient prévu de dire. Donc nous avons une méthode qui comporte 16 points, 16 choses importantes à faire dans un processus méthodique pour pouvoir gérer son stress. Après cela, le deuxième contenu, c'est savoir parler de soi pour convaincre. J'ai parlé tout de suite de la vente, mais il y a le fait que dans la vie active, en allant au supermarché ou en allant à quelque part, vous pouvez vous retrouver en face d'une personne que vous avez souhaité pendant longtemps rencontrer. Peut-être une personne publique ou bien une personne de qui vous pensez avoir compétence à valoir ou ne serait-ce que pour demander un stage ou je ne sais quoi. Mais tout de suite, c'est votre première fois de voir la personne. C'est à vous de parler à la personne de sorte à convaincre la personne de votre crédibilité et de l'intérêt que cette personne pourrait avoir à collaborer avec vous afin de donner suite à vos doléances vis-à-vis de cette personne. Il y a donc une méthode que nous nous enseignons, savoir parler de soi pour convaincre. Le troisième module est intitulé « Développer sa confiance en soi ». Parce que la confiance en soi, on ne peut pas faire une formation en art oratoire sans évoquer cet aspect. D'ailleurs, le manque de confiance en soi, c'est la première cause du stress. Donc nous allons voir la méthode. Nous avons une méthode en 4 pans pour développer la confiance en soi. Et le 4e module, justement,
comment réussir ces improvisations de discours. Nous savons tous que toutes les occasions de prise de parole en public ne seront pas suffisamment préparées. Autrement dit, vous allez à quelque part, ce n'était pas prévu, ou même en interview, vous êtes en circulation et puis la télé vous tend le micro. On vous pose une question sur l'actualité nationale. Bon, vous êtes là, vous êtes tout paniqué parce que vous ne savez même pas quoi dire. Ou prenons les cérémonies de mariage que les gens aiment tant. Vous arrivez, vous êtes assis, mariage de votre CPO, de votre meilleur ami, et un coup, le MC vient comme ça pour vous déranger, de vous dire, de donner vos impressions. La partie où certains se lèvent, le visage est déjà crispé, par peur, mais quand les gens regardent, c'est comme si c'est le mariage là que toi tu n'aimes pas. Pourtant, non, tu essaies de gérer son stress à ta manière. Donc, nous avons une méthode pour réussir les improvisations. Donc, je reprends les 4 modules. Méthode antidote contre le stress. Deuxième module, parler de soi pour convaincre. Troisième module, développer sa confiance en soi. Et en dernier point, réussir ses improvisations de discours. Ce qu'il faut préciser, ce n'est pas une conférence que nous allons faire le 4 mai, parce que certains se disent, comme ces 4 modules en 4 heures, est-ce qu'on va aller en profondeur? Oui, nous allons aller en profondeur, parce que justement, la session de formation dépasse ces 4 modules. Mais nous avons choisi ces 4 modules exclusivement pour pouvoir les voir jusqu'en profondeur. Autrement dit, on ne va pas se contenter d'introduire, comme ce que vous voyez dans les vidéos YouTube. Nous allons aller jusqu'aux techniques elles-mêmes. C'est méthodiquement déjà bien élaboré. Nous allons, dans le temps qui est imparti des 4 heures, aller en profondeur de ces techniques. L'avantage qu'il y a dedans, justement, c'est qu'en apprenant ça déjà, les gens vont tout de suite pouvoir passer à la pratique et commencer à développer leurs compétences. D'accord. Alors, ces 4 modules, est-ce qu'au sortir en fait de cette masterclass-là, le participant sort avec des connaissances? Et dans la vie active, qu'est-ce que ça doit apporter de plus à ce participant? Déjà, tel que nous avons présenté le format, certains pourront dire, mais bon, c'est de la théorie, parce que moi je vais venir m'asseoir, je vais regarder. Déjà, c'est vrai, déjà, il n'y a pas plus pratique qu'une belle théorie. Autrement dit, il faut d'abord apprendre les connaissances avant de pouvoir passer à l'application de ces connaissances. Maintenant, l'information que nous ajoutons, c'est que nous allons délivrer des attestations de formation à cette masterclass. Et toutes ces personnes qui auront l'attestation auront automatiquement, après, 8 heures de séances gratuites d'exercice 100% pratique. Parce que nous allons nous organiser à partir de la liste de présence ce jour-là. Nous allons programmer, on va voir en fonction de la disponibilité des gens, si c'est les samedis ou les dimanches. Et chaque semaine, on aura au moins 4 heures où on va recevoir les gens en petits groupes de 10, 15 personnes. Pour la pratique. Pour la pratique, on va donner des exercices déjà à l'avance, ils vont venir, ils vont passer devant, on va s'exercer. Et chacun aura au moins 8 heures de séance. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est un prolongement de ce que nous aurons appris en salle au Sénasa. L'autre avantage, c'est que pour les étudiants qui vont vouloir après un accompagnement pour pouvoir soutenir, l'accompagnement déjà que nous faisons est structuré en 2 parties. D'abord, on apprend les techniques d'art oratoire. Ensuite, nous passons aux répétitions. On vous assiste pendant les répétitions. On voit comment vous présentez, le temps, si vous respectez la voix, la gestuelle, la maîtrise, la gestion du stress. Ce format de formation pour soutenance, nous le faisons à 30 000 francs. Pour ces personnes qui vont participer à la masterclass, ils auront automatiquement une réduction de 60% sur le prix de la formation pour soutenance. Nous faisons cela parce que exclusivement nous ciblons les étudiants pour cette masterclass. Donc nous allons mettre en place un programme d'accompagnement pour soutenance et toutes ces personnes qui auront l'attestation, même si ce n'est pas cette année, dès que vous avez l'attestation et dès que vous voudrez soutenir, vous bénéficiez automatiquement de cette réduction. Ok. Maintenant, les conditions pour participer à la masterclass et puis après on donnera les lieux et la date. Justement, les conditions déjà, il faut le dire que nos prix standards, c'est-à-dire habituellement nos tarifs de formation est de 25 000 francs pour étudiants et à partir de 35 000 francs pour les professionnels. Mais pour cette masterclass, vu que c'est une formation de masse et aussi une célébration que nous voulons donner aux 4 ans de notre école, nous voulons le faire, on veut faire tout en 4-4. 4 ans, 4 modules, 4 heures, 4 mai 2024 à 4 000 francs CFA. À 4 000 francs CFA. C'est ça. Ok, par personne, bien sûr. Et où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Les tickets, déjà, nous avons une équipe qui est en permanence au CIAO.
Dès que vous... La formation au CIAO? Non, okay, mais la formation les tickets sont disponibles. Les tickets sont disponibles au CIAO. Nous avons une équipe qui est en permanence. Dès que vous franchissez la porte principale du CIAO, et il y a surtout, ce qui est plus facile avec les réseaux sociaux, c'est que, par exemple, sur ma page Facebook, j'ai épinglé une publication dans laquelle il y a un lien de groupe WhatsApp. Toutes ces personnes qui veulent payer les tickets et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, par exemple la distance avec le CIAO et tout, ils peuvent déjà adhérer au groupe WhatsApp. Dans ce groupe, nous avons déjà une liste de tous les membres du groupe. On a déjà réservé leurs tickets. Après, ils feront les paiements pour entrer en possession de leurs tickets. C'est pour permettre aux gens de pouvoir prendre leurs tickets, de réserver et d'acheter, pour pouvoir être dans la limite du stock disponible. Donc déjà, ma page Facebook, c'est Ismaël le catalyseur Taoko. Les gens peuvent s'abonner, ils verront la publication, ils verront aussi le lien. Après, peut-être, je donnerai le numéro WhatsApp pour toutes ces personnes qui voudront réserver à l'avance leur ticket. Et après, c'est maintenant, parce que le temps est terminé. Ok. Alors, d'accord. Donc, le contact, c'est 52 68 13 64. 52 68 13 64. Et surtout sur Facebook, là, je préférerais que les gens partent s'abonner parce qu'on va donner l'actualité au fur et à mesure jusqu'au jour de l'événement. Et par rapport au lieu maintenant de la masterclass, c'est au Sénasa. Le 4 mai 2024, au Sénasa à partir de 14h. 14h, voilà. Et pour 4h, donc pour de 14h à... 14h à 18h. Super, merci bien Monsieur Taoko d'être passé. On souhaite une belle masterclass. Merci, et puis on souhaite que les étudiants et professionnels puissent s'inscrire pour cette masterclass. Merci à vous. Merci. Nous raccompagnons notre invité. Juste après, on retrouve Youssef. Et là, Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour Youssef. Bonjour Abjeta. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on parle donc de ces magasins de stockage de marchandises ou de produits divers qu'on retrouve dans les quartiers. Proche vraiment de ces cours à usage d'habitation. Alors, c'est justement donc l'actualité et c'est une réalité justement à Ouagadougou et dans d'autres villes. Pour toi, pourquoi justement ces réalisations de magasins un peu partout à côté des concessions? Il faut dire déjà que quand on parle de ces magasins, on s'est dit que ce sont des maisons à usage d'habitation. Et quand on donne les parcelles, c'est pour construire, pour y habiter. Mais on constate que à côté de ces parcelles où les gens y logent, il y a des gens qui prennent les parcelles pour y habiter et qui font des magasins. Ils font des magasins et maintenant ceux qui ont les moyens, et comme les grands commerçants, ils viennent maintenant louer ces magasins dans les quartiers pour venir stocker les marchandises. Pourtant, dans chaque organisation, dans chaque lotissement, il y a un centre commercial. Où il y a le centre commercial, c'est là-bas au moins que les magasins sont construits et on devait stocker. Mais les gens font fi de ça et ils viennent dans les quartiers. Et même ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les moyens, ils vont payer même des parcelles à usage d'habitation, ils font des magasins. Et ils viennent stocker les marchandises et ils viennent maintenant en arriver pour aller au marché ou bien dans les lieux de vente. Je me dis quand même que c'est un changement de nom, mais est-ce que ça a suivi les règles de l'art? Et c'est l'autre chose, c'est que la maison que tu devais y habiter devient un magasin où tu stockes des marchandises. C'est ça. Alors, donc quand on parle de magasin de stockage de ces marchandises-là, comment on peut définir justement ce magasin de stockage? Il faut dire déjà, quand on dit magasin de stockage, c'est un lieu, une maison bien bâtie, vraiment avec de l'espace, et les gens viennent maintenant y mettre des marchandises. Ça peut être du riz, de l'alcool, tout ce qui est marchandise, tout ce qui est vendable. Mais voilà, ce qui est grave, c'est que quand on expose ou quand on stocke justement des produits dangereux. Oui. Dans ces magasins, il y a des produits dangereux. Si on repart en arrière, il y a au moins 3, 4, 5 ans,
vous avez suivi l'histoire de l'allée. C'était dans un magasin où ils ont exposé des produits explosifs. Oui, dans une concession. Voilà, une concession. Transformée en magasin. Des produits ils ont exposé des ont été stockés. Et il y a eu problème. Voilà, il y a eu problème. Donc vous voyez que normalement, ça ne devait pas être là qu'on devait les exposer. Si c'était dans le centre commercial, ça allait être un problème aussi. Mais ça allait minimiser. Parce que là, dans le quartier, vous savez que ça a tué. Il y a eu beaucoup de dégâts dans le quartier. Ouais. Venons-en justement aux conséquences, Youssef. Quelles sont les conséquences de transformer ces maisons à usage d'habitation en magasins de stockage de produits divers, y compris les produits dangereux? Les conséquences ici, déjà, ça peut amener mort d'homme. Comme la semaine dernière, tout de suite annoncé, c'est dans un magasin, dans un quartier, où le propriétaire a voulu faire sortir le matériel, sûrement pour aller au marché, et juste à côté, un enfant qui revient de l'école ou bien qui partait à l'école et les marchandises se sont écoulées et l'enfant est décédé. Ça, c'est déjà des conséquences. Voilà. Et si c'est des produits même inflammables, il faut dire qu'il y a des produits inflammables aussi. Le quartier, tout le quartier peut prendre feu aussi. Voilà. Donc ça, c'est déjà des conséquences. Donc, les conséquences sont énormes. Ça, c'est le peu qu'on a cité pour dire que quand on sort, j'ai pris l'exemple de l'allée, ça fait beaucoup de bruit. Ça même fait des dégâts. C'est pas seulement dans la cour, tout le quartier même. C'était pas facile. Combien de temps les gens ont fait pour reconstruire les maisons et ceux qui sont partis, est-ce qu'on peut les retrouver encore? Le petit qui est parti la semaine passée, est-ce qu'on peut le retrouver encore? Donc, on se dit qu'il y a beaucoup de conséquences quand les gens vont prendre les maisons à usage d'habitation et ils font des magasins dans les quartiers. C'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que maintenant, en termes vis-à-vis, bien sûr, des autorités, est-ce que l'autorité communale, par exemple, arrive à identifier ces magasins et à réorganiser aussi, non délocaliser tout simplement, comme ce que la population de Nonsin demande aujourd'hui, c'est la délocalisation de ces magasins-là qui sont situés dans leur quartier? Je me dis quand même que l'autorité a donné les terrains pour y habiter. Maintenant, si les gens prennent pour faire des magasins, ou bien ceux qui ont les moyens viennent acheter les terrains d'habitation pour faire des magasins, l'autorité communale devait quand même avoir un œil là-dessus. Parce que je me dis que le maire et sa délégation et sa suite devaient tourner pour identifier quand même les magasins dans les différents quartiers là. Parce que quand c'est comme ça, peut-être que l'autorité même perd. Voilà. Si les magasins étaient dans la zone commerciale, il y a que l'État va avoir quelque chose. Il y a des impôts. On va passer prendre l'argent. Ça va rentrer dans la caisse. C'est comme si on cachait un peu les marchandises dans des maisons. Ça c'est le mot même que vous avez dit. On cache les marchandises dans des maisons et on vient y enlever de temps en temps pour aller dans d'autres lieux pour exposer. Pourtant, non. On devait connaître que votre magasin est installé à tel niveau et il y a tel produit qui figure dans le magasin. Mais comme ça, tu as tes moyens, tu vas dans les quartiers périphériques là et tu payes les parcelles et tu fais des magasins où tu viens en éviter un temps. Tu vas avoir dans le quartier juste collé, souvent même un magasin collé à deux cours à usage d'habitation où on stocke soit du ciment, soit on stocke assez de chaussures, soit on stocke les plaques solaires, les boissons et souvent les engins à deux roues, le matériel en fait de ces engins là, les pieds détachés, voilà, c'est le mot. Je fais un clin d'œil aux gens de théâtre populaire là parce qu'il n'y a plus d'espace tellement dans leur marché. Il y a certains qui achètent des parcelles à côté dans les quartiers pour stocker leurs pièces détachées et tout. Et puis le pire c'est quand on stocke maintenant des produits explosifs. Ça, c'est grave. Dans les cours à usage d'habitation, sachant bien qu'on est proche donc de maisons, de concessions où des gens habitent. Ça vraiment c'est le pire et ça même c'est interdit, c'est pas licite du tout. Et bon, il faut revoir. Est-ce que justement cette pratique n'amène pas même tu l'as dit tout à l'heure, des pertes pour la commune parce qu'on n'arrive pas à licencer. Justement, on n'arrive pas à licencer. Oui, les magasins, on n'arrive pas à les licencer. Donc, il y a de l'argent qu'on paie. Pourtant, ils devaient payer quelque chose à la commune. Les impôts devaient récupérer quelque chose. Mais comme c'est comme une maison d'habitation dans le quartier, voilà. Les maisons d'habitation, ça c'est la taxe de résidence qu'on paye. Mais est-ce que ces magasins même payent la taxe de résidence? Parce que personne n'y loge. Ils ne paient pas la taxe de résidence, ça c'est des 1. Ils ne paient pas aussi ce qui devait revenir dans la caisse communale et puis au niveau du trésor. Donc ça c'est des pertes pour l'État et l'autorité communale. Qu'est-ce qu'il faut faire, Youssef?
Là, les solutions maintenant. Et les solutions ici, c'est de quoi? C'est de sensibiliser et ceux qui font ça, ceux qui partent payer les parcelles d'habitation pour faire des magasins là. La commune est là. Dans chaque commune, ils savent combien de personnes il y a. Donc c'est la commune qui doit prendre son bâton de pèlerin pour faire la ronde, pour voir est-ce que les magasins qui sont... Voilà, est-ce que ça a changé? Parce que pour changer, il faut faire une demande d'abord pour changer de dénomination. Si c'est une maison, tu veux construire, tu fais un magasin, il faut faire une demande. Et c'est fait. Si ce n'est pas fait, il faut les sensibiliser. On doit les sensibiliser, on doit les éduquer. Vous savez que ce n'est pas simple. Hein? Voilà, j'ai mon argent, je fais ce que je veux. Oui, mais quand on éduque et on sensibilise, après cette sensibilisation et cette éducation, il faut aller à la répression. Voilà, pour dire non, c'est pour y habiter. Il y a un lieu où vous devez y amener vos produits. Maintenant, il faut taxer aussi pour que l'argent rentre dans la caisse communale et puis au trésor. D'accord, c'est bien noté. Et surtout, vraiment, faites usage de votre bon sens, surtout quand vous arrivez dans des quartiers où il y a des populations qui y vivent. Faites attention surtout, parce que pensez à ces vies-là, pensez à à cet enfant qui est décédé, pensez donc aux victimes de l'Arlin suite à l'explosion, les explosifs et tout ça. Donc, et quand on sait qu'avec un magasin, il y a toujours des gros camions ou des véhicules, des grands véhicules qui entrent, c'est vraiment dommage. Voilà, et ça dégrade en plus les routes de ces quartiers-là. Faites attention. On recherche l'argent, c'est vrai, mais bon, c'est important. Mais surtout, faites attention aux usagers. Merci à toi, Youssef. On se retrouvera mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Et demain, on va fêter l'Aïd el-Fitr, donc la fête de Ramadan. Donc, on va souhaiter bonne fête en avance. Ok, il n'y a pas de souci. Demain, moi, je serai là pour souhaiter bonne fête aux téléspectateurs. Donc, mais il faut bien préparer. On va bien préparer. En même temps, voilà, on mange sur le plateau et puis on continue. Ok, Youssef, on espère qu'on va avoir le poulet nécessaire parce que pour le moment, il n'y a pas de poulet, c'est sec. Et on espère que d'ici... Dieu pourvoira. Merci, Amine. Que cette journée-là, on puisse avoir de quoi acheter des poulets parce que pour le moment, il n'y a rien. C'est surtout ça. Je discutais avec mon équipe technique aussi ce matin, Michael Epinoufo, qui disait, mais qui te parle de fête? Si la fête c'était aujourd'hui, c'était grave encore. Ah, c'était grave. Mais comme c'est demain, on espère encore on espère toujours. Le long de cette journée-là, quelque chose sera fait. Ces pères de famille là pourront offrir la popote à leur femme parce que c'est important aussi pour éviter donc, on va dire quoi, le fait que les femmes ne soient pas contentes ou que les enfants ne soient pas contents, bien sûr, à la maison. Que Dieu pourvoive. Voilà, que Dieu nous donne tout simplement. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour les Faso. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures. Allez, portez-vous bien. Cuisse.